Au Ghana, plus de 757 500 tonnes de cacao ont été collectées auprès des producteurs à la date du 20 avril dernier, soit une progression de 13% par rapport à 2016 à la même période. En Côte d'Ivoire, le gouvernement va procéder à une réduction de 9% de son budget au titre de l'exercice 2017. Il passera de 6 501 milliards de francs CFA à 6 447 milliards de francs CFA, soit une réduction de 54 milliards de francs CFA. L'Éthiopie est le premier producteur de miel en Afrique avec 50 000 tonnes par an, un volume qui pourrait être 10 fois supérieur, mais pour l'instant, l'industrie du miel a du mal à exploiter tout son potentiel. Au Ghana, plus de 757 500 tonnes de cacao ont été collectées auprès des producteurs du 1er octobre 2016 au 20 avril dernier. Ce chiffre provenant des données du Conseil ghanéen du cacao COCOBOD permet d'enregistrer une progression de 13% par rapport à 2016 à la même période. Compte tenu de l'amélioration des perspectives de production grâce à des pluies favorables, cette tendance haussière pourrait, selon des experts, se poursuivre d'ici septembre et permettre à la production de dépasser les 778 000 tonnes de fèves enregistrées lors de la principale saison cacaoyère l'année précédente. Il faut préciser que la saison principale compte pour 90% du total de la production ghanéenne de cacao. Le Ghana, qui a produit 780 000 tonnes de cacao en 2015-2016, espère faire rentrer cette saison une récolte estimée à 850 000 tonnes, soit 50 000 tonnes de plus qu'attendu initialement. Rappelons que le Ghana est le second plus gros producteur de cacao au monde. En Côte d'Ivoire, au lieu d'une coupe de 10% dans les dépenses budgétaires initialement annoncées, c'est plutôt à une réduction de 9% que va procéder le gouvernement. Le budget de l'État ivoirien au titre de l'exercice 2017 passera donc de 6 501 milliards de francs CFA à 6 447 milliards de francs CFA, soit une réduction de 54 milliards de francs CFA. Le nouveau projet de budget prévoit une hausse des dépenses ordinaires suite à la grogne des militaires et des fonctionnaires en début d'année. Ainsi, les dépenses ordinaires augmentent de près de 75 milliards de francs CFA pour s'établir à 2 691 milliards de francs CFA. Cependant, les prévisions d'investissement connaissent un recul de plus de 177 milliards de francs CFA, une baisse de 8% par rapport aux 2216 milliards de francs CFA initialement prévus. Cette révision à la baisse du budget est la conséquence d'une conjoncture socio-économique particulière. Entre autres raisons évoquées pour expliquer cette réduction, la chute des cours mondiaux de cacao de près de 35% et la montée des revendications sociales, notamment dans le rang des fonctionnaires et des militaires. Il y a encore quelques années, Alem n'était qu'un agriculteur pauvre d'Éthiopie. Mais aujourd'hui, il est un producteur de miel de renommée mondiale. Son succès pourrait en inspirer d'autres dans le pays. Pour améliorer la production dans le pays, il devrait y avoir des formations modernes pour les apiculteurs. S'il y avait un soutien financier et matériel aux agriculteurs, ça les encouragerait à se lancer complètement dans la production de miel. L'Éthiopie est le premier producteur de miel d'Afrique avec 50 000 tonnes chaque année. Mais ce volume pourrait être 10 fois supérieur. Actuellement, 800 tonnes seulement sont exportées, un point insuffisant pour se faire une place sur le marché international. S'il y a un bon niveau de production, alors le prix sera plus bas et le nombre de consommateurs augmentera. Cependant, la plupart du temps, la production est saisonnière, ce qui fait que les prix sont élevés. Une production saisonnière qui souffre aussi de la sécheresse et des faibles récoltes. Avec un effet pervers, la contrebande se développe pour éviter les taxes à l'exportation. La plupart du miel produit ici est emporté par les touristes, les locaux, le personnel des ambassades qui l'emmènent avec eux vers diverses destinations. On ne profite pas des bénéfices que devrait nous apporter la production de miel.
Pour les apiculteurs, le miel n'est encore qu'une source de revenus secondaire. Avec des équipements dépassés, les rendements restent faibles. La ruée vers l'or liquide éthiopien devra donc attendre. Au Kenya, la production du thé a connu une baisse d'environ un tiers au premier trimestre de l'année 2017. Une production qui s'élève selon le Conseil du thé du pays à 90 millions de kilogrammes. Cette contre-performance est due à une sécheresse qui sévit dans beaucoup de régions agricoles du pays. À travers un communiqué rendu public, le Conseil du thé du Kenya a indiqué que cette contre-performance est révélatrice des résultats que pourrait enregistrer la saison en cours. Se basant sur des prévisions du service météorologique, des membres du Conseil du thé au Kenya s'attendent à enregistrer une production plus faible cette année. Cette sécheresse dévastatrice qui a déjà mis 2,7 millions de personnes dans le besoin d'une assistance alimentaire a également favorisé la hausse des prix des denrées de première nécessité. Cependant, elle a contribué à faire augmenter les prix du thé qui sont passés à 3 $ le kilo cette saison contre 2,5 $ le kilo la saison précédente. Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer. Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformée. Avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots. Tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça. Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur de gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Au Congo-Brazzaville, l'économie devrait progresser de 3% à l'horizon 2018, portée par l'augmentation de la production de pétrole. Il s'agit d'une prévision du dernier rapport de suivi de la Banque mondiale, intitulé « Faire des ajustements après le boom des prix pétroliers pour de meilleurs résultats socio-économiques ». Cette performance pourrait être favorisée par l'entrée en production du site pétrolier de Moro Nord qui pourrait permettre au pays d'atteindre une capacité de production de 350 000 barils par jour en 2018. L'exploitation de nouveaux gisements de gaz naturel par la société italienne Eni, qui constituera une source de revenus substantielle pour le pays, pourrait également contribuer à cette embellie économique. Cependant, le pays reste sous la menace de la tendance des prix du pétrole. Rappelons qu'en 2016, l'impact de la crise pétrolière s'est fait sentir au Congo, notamment par la réduction du budget de l'État, l'arrêt des travaux de construction d'infrastructures et la fermeture de plusieurs sociétés de BTP.
Durant sa campagne électorale en Virginie occidentale, Donald Trump avait promis de faire revenir l'emploi dans les mines de la région. À l'époque, comme beaucoup de ses amis, Craig était sans travail. Mais récemment, il a retrouvé le chemin de la mine. Jusqu'à présent, Trump tient ses promesses. Beaucoup de choses se passent depuis qu'il est au pouvoir. Nous pensons que nous avons un peu d'espoir, quelqu'un s'occupe de nous. Environ 700 emplois miniers ont été créés dès le dernier trimestre 2016, surfant sur l'espoir suscité par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le nouveau président a supprimé les normes environnementales instaurées par son prédécesseur et la reprise de l'industrie a continué. Mais pour combien de temps ? Avec la concurrence du gaz naturel et d'autres sources d'énergie, le marché du charbon se réduit. Il ne représente plus que 30% de la production d'énergie aux États-Unis, 2 fois moins que dans les années 1950. Les chances d'un retour de l'industrie sont minces, voire nulles. Elle pourrait revivre un peu, mais les jours où la Virginie occidentale exploitait plus de 120 millions de tonnes de charbon sont à peu près terminés. Quelques centaines d'emplois créés en 6 mois, mais des dizaines de milliers perdus en un siècle. En 1940, 130 000 personnes travaillaient dans les mines de Virginie occidentale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 12 000, soit 2% de l'ensemble des emplois. En cause, le recours croissant aux machines et à des méthodes d'extraction qui nécessitent moins de main-d'œuvre. Dans les années 1920 et 1930, vous aviez 30 à 35 hommes dans chaque section de travail. Et dans la dernière mine où j'ai travaillé, nous avions à peine 7 ou 8 hommes. Donc ça a vraiment affecté l'emploi. La Virginie occidentale reste le second plus gros producteur de charbon des États-Unis, mais c'est aussi l'un des États les plus pauvres. Pour de nombreux spécialistes, l'avenir est à la diversification de son économie.